qu'illicite. À l'issue des présentations, notre contact demande au revendeur si les documents du KGB se trouvent sur les lieux. Les dossiers relatifs aux films et aux bandes que le revendeur a promis de livrer sont extraits d'un coffre. Après l'inspection des documents et un bref examen de leur authenticité, la transaction a lieu. Merci. Ravi d'avoir fait votre connaissance. L'argent change de main et le groupe est conduit vers un autre bureau où sont censés se trouver les films et les bandes. Les films, les enregistrements et les dossiers dont nous avions entendu parler refont enfin surface. Les documents confidentiels que nous avons obtenus nous font une révélation effrayante et prouvent que les Illuminati ont bien infiltré l'Union soviétique et le KGB. Ces communiqués entre deux agents haut placés du KGB se réfèrent au premier illuminé, Adam Weishaupt en personne. Ils poursuivent en faisant allusion à une relation avec deux anciens dirigeants de l'ex-URSS, Joseph Staline et Nikita Khrouchtchev. Notre mission, qui consiste à placer des agents au sein du Vatican, est un objectif que Weishaupt, notre fondateur, a évoqué il y a 200 ans. Staline et Khrouchtchev ont tous deux essayé sans succès, mais cette fois je suis certain que nous pouvons y parvenir. Qui plus est, dans le laboratoire, nos enquêteurs font une découverte alarmante. Un agrandissement du document révèle qu'un point quasiment imperceptible à la fin de la dernière phrase de la page est en réalité un sceau. Il représente un œil au-dessus d'une pyramide tronquée, l'insigne officiel des Illuminati, une marque utilisée par la communauté secrète depuis sa création en 1776. Le KGB était déterminé à infiltrer le Vatican. En quoi ce lieu plus qu'un autre est-il si important pour les soviétiques? La réponse est simple. Le Vatican n'aurait représenté aucun intérêt pour les soviétiques, mais ce n'est pas le cas des Illuminati. Non seulement cela leur permettrait-il de poursuivre leurs représailles contre les catholiques, mais ce serait un important moyen d'accomplir leur ultime dessein, contrôler le monde. Le Vatican est sans doute la force qui exerce la plus grande influence sur les peuples. Les mesures dictées par le Vatican touchent 1 milliard de personnes sur tous les continents à travers le globe. À titre de comparaison, 300 millions de personnes vivent sous l'influence directe des États-Unis ou de l'ex-Union soviétique. Un homme règne au-dessus de ce vaste empire de fidèles, le pape, dont les mots et les vœux sont considérés par ses disciples comme une source d'inspiration divine. Aucune autre personne sur Terre ne dispose d'un tel pouvoir et d'une telle emprise. Les Illuminati auraient un grand intérêt à exercer une quelconque influence sur le pape et ses conseillers. Le KGB avait une équipe d'agents assignés en permanence à Rome, mais la cité du Vatican est un univers très fermé. Un État souverain et indépendant avec son propre gouvernement qui existe au sein même de la ville de Rome. Sa surveillance depuis l'extérieur est très incomplète. Nous nous sommes procuré d'autres documents du KGB, grâce auxquels nous avons appris qu'en 1972, les Illuminati ont élaboré un plan audacieux destiné à placer un de leurs hommes des services de renseignement soviétiques à l'intérieur des murs du Vatican. Une fois encore, le point final de la dernière phrase du document dissimule une pyramide coiffée d'un œil, le signe officiel des Illuminati.
la confrérie secrète va enfin pouvoir contrôler l'Église catholique depuis l'intérieur. Un agent est dépêché au Vatican, se faisant passer pour un prêtre ukrainien expulsé de son pays pour sa rhétorique anticommuniste. Il est rapidement accueilli par le clergé pro-américain du Vatican. Au bout de quelques mois, il accomplit son objectif principal qui est de gagner la confiance de l'entourage du cardinal Villot, le secrétaire d'État du pape Paul VI. Voici un document exclusif du KGB que nous nous sommes procurés. L'homme sur la droite est un agent habillé en prêtre. Celui de gauche est le principal collaborateur du cardinal Villot. Je dois retourner au bureau. J'ai des choses à finir. Tout ceci me préoccupe. J'espère que quelque chose... Bonjour. Comment allez-vous? Le troisième homme est un autre agent du KGB qui, à n'en pas douter, a été placé dans les services de renseignement par les Illuminati. Il cherche également à se rapprocher du cardinal. Ça me fait énormément plaisir. Tant mieux. Votre collaboration nous est assurée. C'est très positif. Nous prenons tout ceci très en considération. Nous savons l'importance de cette collaboration pour vous et pour nous. Lorsque l'assistant de Villot effectue son traditionnel déplacement mensuel à Milan, le KGB installe une caméra dans sa chambre d'hôtel. Le prêtre est sur le point de tomber dans le piège classique du KGB qui va le faire chanter afin de garantir sa collaboration continue. En l'espace de quelques jours, il se lie d'amitié pour une femme qui gagne sa confiance. Le piège est bien tendu, comme en témoigne le film. Un soir, la femme rejoint le prêtre dans sa chambre pour l'emmener à un dîner de réunion. Rouge, blanc, plutôt du blanc, s'il vous plaît. Voyons, je crois qu'il doit y en avoir. Par ici. Je n'ai que du vin rouge, ça ira? C'est parfait. Tandis qu'il s'absente brièvement pour remplir les verres, elle retire son chemisier. Alors, qu'en dites-vous? Chérie, vous verriez votre tête? Le film s'interrompt brutalement. Mais quelle que soit l'issue de cette entrevue, les images du prêtre en présence d'une femme à moitié nue dans sa chambre sont assez préjudiciables pour garantir sa collaboration future à la surveillance des activités de Villot. Il va sans dire qu'à terme, les agents Illuminati du KGB vont chercher à manipuler Villot lui-même. Lorsqu'ils y seront parvenus, le cœur de la religion catholique, le pape Paul VI, sera à leur portée. Mais il apparaît que les Illuminati ne se soient pas contentés d'exercer leur influence pour contrôler le Vatican. Ils ont également pu avoir recours au meurtre. Depuis la création de l'ordre, un certain nombre de dignitaires du Vatican, parmi lesquels 3 papes, sont morts dans des circonstances pour le moins douteuses. Dans chaque cas, le moment de leur disparition a été calculé afin d'entraîner d'importantes conséquences politiques. Un signe caractéristique de la confrérie secrète et de sa volonté d'influencer la politique mondiale à son avantage. En 1939, le pape Pie XI se tient prêt à faire une déclaration condamnant les fascistes et les nazis, des groupes qui perpètrent le genre d'exactions dont les Illuminati pourraient être les instigateurs. Mais avant que son discours ne soit rendu public, il meurt subitement. Un de ses proches collaborateurs, le cardinal Tisserand, se serait écrié à plusieurs reprises « Ils l'ont assassiné, ils l'ont assassiné ». Son corps est rapidement embaumé, rendant impossible toute autopsie pour déterminer les causes de sa mort. En 1978, il semble que la confrérie secrète ait à nouveau recours au meurtre pour manipuler la papauté. Le pape Paul VI meurt subitement.
De l'aveu général, sa santé était fragile, mais pour nombre d'observateurs, sa dégradation soudaine est simplement trop opportune. Quoi qu'il en soit, les architectes Illuminati se retrouvent confrontés à un cas de figure qu'ils n'ont probablement pas envisagé. Un pape insoumis, Jean-Paul Ier. Presque immédiatement après être entré en fonction, le nouveau pape se montre très indépendant. Jean-Paul Ier semble avoir un profond mépris pour la corruption qui sévit autour des finances du Vatican. Lorsqu'il était cardinal de Venise, la banque catholique vénitienne a été vendue au cours d'une transaction secrète à la Banque du Vatican pour un montant nettement inférieur à sa valeur. Les profits réalisés en sous-main sont estimés à plus de 70 millions de dollars. Mais pour les Vénitiens, les pertes sont énormes. Le clergé de la ville perd même ses capitaux de retraite. Parmi les intervenants de la transaction, le banquier Roberto Calvi, son mentor Sindona et le directeur de la Banque du Vatican, l'évêque Marcinkus. Lorsque Jean-Paul Ier devient pape, les trois hommes sont encore chargés d'investir les fonds de l'Église. Dans le cadre de ces nouvelles fonctions, le pontife a le pouvoir d'enquêter sur leurs activités et de divulguer publiquement les faits. Le montant des transactions illicites qu'il risque de découvrir s'élève à près d'1 milliard de dollars. De telles révélations porteraient un sérieux coup aux Illuminati qui sont certainement derrière ces malversations. Le danger qui menace le pape apparaît clairement lors d'un entretien privé entre Jean-Paul Ier et Monseigneur Nicodime, un archevêque orthodoxe russe. Au début de la conversation, on sert le café. Nicodime porte la tasse à ses lèvres et s'effondre presque instantanément sur le sol et meurt. Son visage est horriblement tordu par la douleur, témoignant d'une terrible souffrance. Abasourdi, le pape repose prudemment sa tasse avant de boire. Il est certainement conscient que le café empoisonné lui était destiné. Cependant, le médecin officiel annoncera hâtivement que l'archevêque est décédé de ce qui semble être la cause de mortalité standard au Vatican, un infarctus foudroyant. Tous les faits qui entourent la mort mystérieuse de l'archevêque russe, Nicodime, font penser à une tentative d'assassinat avec dissimulation des preuves. Le corps de la victime est embaumé à la hâte, sans examen médical préalable. Après l'embaumement, il est impossible de pratiquer une autopsie pour déterminer les causes de la mort, surtout s'il s'agit d'un empoisonnement. Qui plus est, le café qu'a bu l'archevêque n'a jamais fait l'objet d'une analyse et aucune expertise médico-légale n'a été pratiquée. Bien qu'aucune preuve n'ait été révélée, nombreux sont ceux pour qui il apparaît clairement que le pape a échappé de justesse à un meurtre seulement 10 jours après son investiture. Effrayé par cette expérience insolite, Jean-Paul Ier convoque ses 4 cardinaux pour une réunion secrète. Les 5 hommes se rencontrent le 28 septembre 1978. Aucune autre personne n'est présente dans la pièce. À ce jour, on ignore encore précisément ce qui s'est dit. Mais à l'issue de la réunion, le pape passe à l'action et destitue le cardinal Villot de son poste de secrétaire d'État. Le cardinal Villot, dont l'adjoint avait été victime d'un chantage par l'intermédiaire des films du KGB en 1972. Au cours des 6 années qui se sont écoulées, il y a fort à parier que le cardinal lui-même s'est laissé prendre dans la toile des Illuminati. Sa révocation signifie que le pape a découvert au moins une partie du secret obscur. Mais même Jean-Paul Ier ne peut échapper au destin que lui réservent les Illuminati. Ce soir-là, le souverain pontife se retire dans sa chambre plus tôt que d'habitude, emportant des notes détaillées sur la réunion secrète sur lesquelles il doit statuer. À 5 heures le lendemain matin, la préposée la plus proche du pape, sœur Vicenza, est inquiète. Sa sainteté n'a encore jamais dormi si tard. Elle jette un œil à travers la porte. Jean-Paul Ier est assis dans son lit, sa lampe de chevet allumée, comme s'il lisait. Des feuilles sont éparpillées autour de lui. Mais, à la stupéfaction de la sœur, son visage a la même expression figée que celui de Nicodime.
l'archevêque russe assassiné quelques jours auparavant. Jean-Paul Ier est mort. Son règne aura duré moins de 5 semaines. Fort de plus de 2 siècles